Alors, rebonjour. On va reprendre. J'ai l'impression d'être dans un de mes cours. C'est un peu ça, c'est formidable, hein, parce que l'université, c'est un lieu ouvert. Si on veut qu'il soit ouvert. Alors, j'ai besoin de 4 paires de yeux, moi. Il y a un performeur américain, en fait, c'est un sculpteur qui s'est mis à faire des happenings. C'est le grand-père de la performance, Alan Capro, un Américain qui écrivait en 1993. Les artistes se sont appropriés l'environnement réel plutôt qu'un studio. Les déchets plutôt que de la peinture ou du marbre. Ils ont intégré des technologies qui n'avaient pas été utilisées en art. Ils ont intégré des façons d'être, la température, l'écologie et des questions politiques. Bref, le dialogue s'est déplacé, passant de tenter d'en savoir toujours plus ce que c'est que l'art, pour plutôt s'interroger sur c'est quoi la vie, le sens de la vie. Il me semble que ces mots s'appliquent tellement bien pour les 4 prochaines présentations, mais en particulier les 2 premières, les 2 qui nous attendent, la présentation de Karianne et de Sylvie Lorrain qui va commencer ce segment qui s'appelle « Pratique artistique engagée ». Alors, Sylvie Lorrain. Sylvie vit et travaille à Québec comme artiste professionnelle. Elle a complété un baccalauréat en arts visuels et une formation en administration des affaires. Son propos engagé traite d'enjeux de société qui la préoccupent. Sa production de pièces uniques d'expression, sculptures, installations, parures de corps, bijoux contemporains et interventions éphémères en nature, vise à dénoncer, percuter, questionner et transmettre un message tant sociétal qu'environnemental. Après un passage de quelques années dans le secteur financier, Sylvie réalise que l'art serait un meilleur révélateur de conscience et toucherait un plus large public que le monde de la finance. Sa pratique artistique devient ainsi plus globale et satisfaisante. Alors, on va accueillir Sylvie Lorrain qui nous présente « Dématérialiser l'œuvre, changement de cap de ma pratique ». Merci, Suzanne. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez bien mangé ce midi, pas trop, parce que quand on mange trop, on s'endort. Je vais essayer d'être dynamique pour voir pas des bâillements un petit peu partout. Vous êtes prêts? On commence. Dématérialiser l'œuvre, changement de cap de ma pratique artistique. Je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible ce que le titre de ma communication veut dire. Moi, j'aime ça raconter des histoires avec les œuvres que je crée. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette nouvelle histoire, celle qui s'est développée au cours des 2 dernières années. J'ai débuté à plein temps ma pratique artistique en 2014, pratique qui chevauche tant les métiers d'art que les arts visuels. Ma production de pièces uniques d'expression, comme Suzanne en parlait, vise depuis bientôt 10 ans à dénoncer, affirmer, questionner et transmettre un message tant sociétal qu'environnemental. J'ai une formation en art visuel que j'ai bonifiée avec la joaillerie traditionnelle ainsi qu'en lapidaire. Le lapidaire, c'est le travail de la pierre. J'ai bifurqué vers le bijou contemporain, bijou qui prit rapidement des allures de parure de corps, encore portables, des sculptures, des installations. En travaillant avec des matériaux
provenant de la récupération, mais je posais déjà un geste environnemental en achetant le moins possible de matériaux neufs. Pourquoi, au fil du temps, j'ai conçu des œuvres de plus en plus grosses? Parce que j'ai laissé la matière parler à mes mains et celles-ci décidèrent d'écouter. Une ouverture ou une disponibilité assez troublante pour une Sylvie Lorrain qui organise tout, qui gère tout, qui planifie tout, puis qui exécute son concept dans son entièreté. La matière parle à mes mains et je la laisse parler. Découverte plus qu'artistique. Je vais vous parler un peu de mon travail artistique pour vous situer en lien avec le titre. Alors, j'ai choisi de vous parler de 2 solos différents pour que vous ayez une idée de ce que je faisais. Alors, chaque exposition individuelle me demande entre 18 à 24 mois de travail, dont 8 pour chacune en exploration des matériaux. L'exposition solo, Souffrance cachée, est un corpus de 35 œuvres diffusées en 2016 qui dénoncent l'élevage intensif de la volaille. Ces œuvres sont inspirées de diverses problématiques reliées à ce type de pratique, comme le confinement, la surpopulation, les privations corporelles, les maladies, la manipulation génétique et l'abattage. Alors, elles vont probablement défiler en cours de route. Et pour avoir été capable de réaliser ce corpus, je suis allée visiter des abattoirs, je suis allée visiter des poulaillers pour être capable vraiment de me plonger dans le vif du sujet. Je vais attendre un petit peu mon amie Virginie avant de continuer avec l'autre solo. C'est pas grave. Ah, voilà, c'est le début. Alors, normalement, je ne suis pas supposée vous les expliquer, mais je peux prendre le temps de les regarder avec vous en même temps. J'ai essayé de mettre un peu de tout. Des colliers, tu peux les faire rouler tranquillement, Virginie. Est-ce que je continue? Oui, continue. Parfait. Alors, je peux vous faire le poulet. Ça peut-tu faire pareil? OK, alors je vais continuer. Revanche, qui est la deuxième exposition solo dont je voulais vous parler. Ah, ben là, c'est ça. Soir de gala au poulailler. OK. Deuxième solo. L'exposition s'appelle Revanche. Elle fut diffusée en 2018, 2019 et 2021. Rassemble un corpus de 27 œuvres, toutes inspirées des déversements de pétrole. Donc, j'ai tenté, comme artiste engagée, de faire basculer ce que nous croyons connaître des effets dévastateurs causés par les marées noires. Et si le pétrole prenait vie et se vengeait sur l'homme, hein, le fautif de départ? L'environnement n'est pas hors de nous. Nous en faisons partie. D'accord. Alors, les 2 expositions, vous en avez vu quelques rapides photos. C'est sûr que c'était assez coup de poing, puis c'était assez dérangeant. Alors, fin de l'histoire pour vous montrer ce que j'ai fait préalablement. Mais là, il y a une nouveauté dans mon histoire. Voilà qu'entre-temps, en 2018 et 2020, je réalise quelques œuvres extérieures éphémères qu'on appelle land art ou art nature, mais là, on va parler surtout de l'art nature maritime. Alors, une préoccupation a surgi dans mon esprit après ces expériences éphémères. L'entreposage de mes œuvres invendues après cette exposition. Vous avez vu que c'est pas... ce que je crée, ce n'est pas très, très commercial. Donc, je ramène à l'atelier plusieurs boîtes et il y a de l'entreposage. Alors, la question, comment laisser moins de traces?
Un autre questionnement est apparu aussi par la suite. Est-ce que mon temps de production, je vous ai dit que ça me prenait entre 18 et 24 mois pour réaliser une exposition solo, est-ce que ça pourrait être plus court comme temps de production comparativement à la création en art nature qui est beaucoup plus rapide? Alors, je vais juste vous dire, vous expliquer un peu qu'est-ce qui m'a amené à m'inscrire à l'EPA en septembre 2021. Quels étaient mes questionnements de départ? Pour réaliser la production des expositions, j'ai dû varier les matériaux, les techniques, les disciplines pour atteindre les objectifs désirés, tant politiques qu'artistiques. Puis toujours de plus en plus gros, en partant du petit bijou contemporain à une parure de corps, à une sculpture, à l'installation, puis maintenant à des parcours nature en parcours forestier. Suis-je en train de me perdre? Ai-je besoin de toutes ces avenues pour honorer ma démarche? Suis-je trop? C'était toute qu'une question. Ces questionnements ont été éclairés dès la première session en 2021. Non, non, je ne suis pas trop. J'assume ma posture. Je suis assez. L'autre volet de mon questionnement était en lien avec ma colère. Ma démarche artistique, comment je pourrais vous dire ça? Ma colère, OK. Ma démarche artistique se déplie vers deux orientations un peu en opposé, mais toutes deux en lien avec la nature. Juste un petit extrait de ma démarche pour que vous puissiez avoir une idée. Je suis inspirée à la fois par la beauté de la nature ainsi que choquée par nos intrusions, malhabiles, mauvaises pratiques environnementales et sociales. Je réalise que depuis 2014, je travaille surtout le volet dénonciateur de ma démarche. Pourquoi je suis tellement en colère? Est-ce que cet état peut être un frein à mon épanouissement comme artiste? J'en suis venue à comprendre que ma colère pouvait être, au contraire, un puissant levier, mais que je devais mieux la contrôler. Préalablement, je vous ai rapidement parlé d'art nature. Alors, je veux en photo, vous montrer un petit peu ce qui a été fait en 2018. Le premier, c'était art nature en milieu maritime, donc c'était l'été. C'était à Percy en Gaspésie, c'était organisé par l'Université Laval et notre formateur, c'était Pierre Thibault, l'architecte. L'art nature était pour moi complètement nouveau. Ce fut une semaine très, très agréable. Être dehors, passer du travail en solitaire ou avec des collaborateurs, pas de message à fort impact, juste de la beauté. Ça fait beaucoup de bien. On va regarder quelques photos, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Alors, les premières journées, il fallait seul se promener en nature, ramasser des choses pour en faire des compositions photographiques. C'était aussi simple que ça. Alors, ça, c'était ma première journée. Après, ça, c'est une intervention que j'ai faite, chemin de fer désaffecté du coin du banc. Alors, j'avais fait avec du papier essuie-tout. J'avais reconstitué les rails. Ça, c'est pas moi qui ai fait cette intervention-là, c'est une autre collègue. Puis ça nous a donné une idée de groupe. Elle avait enveloppé, puis il vantait beaucoup, des roches avec du plastique. Alors, on a décidé de faire un film, toute la gang ensemble. On s'était toutes vraiment cachées sous des bâches de plastique. On sortait de l'océan, on s'en venait sur la grève pour monter jusque dans les montagnes. La montagne qui était derrière, on passait le chemin de fer. On a eu un plaisir fou. Là, j'ai juste des photos, mais c'était un film complet qui avait été fait, qui avait été filmé et crédité par Pierre. Alors, on finissait dans l'allée rocheuse, puis on se développait au niveau du plastique. Ça a été improvisé. Tout ce qu'on faisait là-bas était improvisé. C'était vraiment très agréable. Ça, c'est une simple intervention parce qu'il y avait de la mousse orange. Alors, on avait fait un jeu avec simplement des petits rubans de plastique qu'on a ramassés par la suite. Ça, c'était bien. C'était très bien. Il y avait des anciens piliers. Alors, on s'est tous mis comme des hommes et des femmes pour faire reconstituer le pilier. Et puis, ce qu'on faisait, parfait, ça va être la dernière. Ce qu'on faisait, on se regardait intensément. On tournait la tête. Puis quand on sentait que le regard était assez intense puis qu'il se passait quelque chose, on changeait de place. C'était tout, c'était une improvisation pure. Ça a donné vraiment des beaux résultats. Alors ça, c'est tout ce qui s'est passé l'été. À part ça, oui, on continue. J'ai fait un deuxième atelier en art in situ, mais là, c'était en contexte hivernal, organisé par Culture Gaspésie avec la même gang qu'en 2018, mais eux autres étaient tous en Gaspésie. Moi, j'étais toute seule à Québec. Le défi en milieu urbain était grand.
On va regarder des photos. J'ai décidé de faire des colonnes de glace à partir de pots de yogourt. Donc, je montais des colonnes pour voir comment ça fonctionnait. Après, j'y ai mis à l'intérieur des semences de fleurs, de gazon, des cocottes. Et puis, lorsque, dans un milieu, je sentais qu'il fallait que j'intervienne, ça, c'est le long du boulevard Champlain, coupe à blanc jusqu'en haut. J'en revenais juste pas. Alors, rapidement, je suis allée faire une colonne de glace. Et puis, c'était assez facile à monter. Vous allez voir la photo finale que ça donne. Alors, c'est ce que j'ai fait à Québec. J'ai fait, vous voyez, il avait coupé les arbres en laissant des grands bouts de tronc. Alors, j'ai fait 4-5 interventions comme ça à Québec. Donc, ça fond. Et puis, ça disperse les semences en espoir que ça va améliorer la suite. OK. En septembre 2020, j'ai participé à Création sur le champ, Land Art au Mont-Saint-Hilaire. Le thème, c'était, j'aimais ça, soyons réalistes et créons l'impossible. Ce que j'ai fait une œuvre, un parcours en forêt. Le titre, c'était « Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas ». C'était que de la beauté, c'était un hommage à la nature avec la participation de la population. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais demandé d'avoir une portion de la forêt où il n'y avait pas de sentier. Puis je voulais des branches de saule, c'est tout. Alors, c'était de créer vraiment un parcours dans la forêt. Le seul indice pour les promeneurs, c'était de voir un arc distendu. Donc, c'était clair qu'il y a une flèche qui était partie, puis je les invitais à suivre le parcours. On peut regarder quelques photos. Ah, ici, intéressant, j'ai eu de l'aide. Parce qu'on m'a dit, Sylvie, une semaine, tu n'auras pas passé toute seule. Alors, avec grande gentillesse, mon amoureux a pris congé pour la semaine, Guy Leblanc, qui est ici présent, qui est en train de filmer d'ailleurs pour mes enfants qui ne peuvent pas être présents. Alors, on a fait des cerceaux avec du saule qu'on a attaché. Par la suite, on les a peints avec de la chaux. Puis, on est parti en forêt. On a suspendu tout ça dans l'espoir que les gens entrent dans ma forêt et se rendent pour découvrir la surprise de fin. Vous voyez, alors, on avait des grandes échelles, puis on accrochait tout ça. Et à ma grande surprise, il y a eu plus de 300 personnes qui ont fait le sentier. C'était vraiment beau à voir. Puis on les attendait à la toute fin. Puis là, on voyait arriver les gens, tout sereins. Ils entendaient juste les petits oiseaux. Puis ils arrivent au bout. Puis c'était vraiment merveilleux. Donc, c'était vraiment... Je l'ai filmé. Vous allez pouvoir voir le parcours.
Voilà. Alors, la surprise était aussi simple que la flèche ne pouvait pas arriver de ce côté-là avec la pompe. Les gens faisaient « Oh! » C'était trop drôle. Ça a été très, très agréable. Donc, merci encore à mon amoureux de m'avoir donné un coup de pouce pendant toute la semaine. Sinon, je ne serais pas arrivée. Alors, mon questionnement sur l'entreposage de mes œuvres ainsi que l'apprivoisement du concept d'éphémérité et de périssabilité ont pris plus d'espace dans ma réflexion vers des concepts beaucoup plus vastes. J'ai réalisé en décembre 2022 à mars 2023, donc pendant le PA, un workshop, un atelier, qu'on doit dire, en recherche-création bijoux contemporains. L'orientation que j'avais donnée à mon mandat de recherche était l'exploration de matériaux biodégradables influencés par le thème de l'impermanence pour utilisation dans mes œuvres d'intérieur. Ça, j'avais eu du plaisir en Gaspésie, l'été, l'hiver, création sur le champ, mais c'est dehors. Alors, mon choix d'exploration s'est arrêté sur de la peau de volaille. Le défi était énorme, mais l'impulsion artistique était très, très, très forte. Certains tests se sont révélés vraiment concluants, avec un beau potentiel de poursuite, ce qui a poussé ma volonté à porter plus loin le travail de cette exploration. J'ai terminé avant hier une résidence artistique de 5 semaines à la Maison des métiers d'art ici à Québec. Dans leur laboratoire de textile, j'ai fait des tests de teinture naturelle et non toxique sur ma peau de volaille. Vraiment intéressant. Un cahier d'échantillons assez rempli, des beaux résultats, donc à suivre. Dématérialiser l'œuvre. Tout est périssable, à bien y penser. Les animaux, la flore, la faune, les humains. Mon propos artistique engagé pourrait très, très bien s'exprimer et rester fort en sens, en mettant en scène la finitude ou la destruction d'une œuvre après sa création. Que des questions sont arrivées, que des questions. Est-ce que je fais ça sans public? Est-ce que je fais ça avec public? Pour l'amateur et le connaisseur d'art actuel, je me suis dit, ça pourrait devenir une expérience puissante et différente. Le regardeur est là, puis il se dit, ben, j'y étais. J'ai vu, puis je l'ai vécu, parce que ça s'arrête là. Est-ce que l'art périssable et éphémère a une valeur artistique? Une valeur monétaire? Quelle valeur a une œuvre lorsqu'elle n'existe plus? C'est tout le contraire de l'ordre établi. J'essaie de faire jouer un rôle d'art vivant à une pratique en art visuel qui génère que des objets permanents dans le temps. Pourquoi ce désir de produire des objets permanents? Pour éloigner la mort? Pour que quelque chose nous survive? Je sais pas. Pourrais-je encore parler de bijoux contemporains si ces bijoux ne peuvent pas être portés? Est-ce que mes sculptures pourront être nommées sculptures? Je ne sais pas. Est-ce que toutes ces créations deviendront des objets périssables à fort message qui seront exposés et qui nécessiteront une observation dans le temps avec une documentation accompagnant leur détérioration? Est-ce que la destruction de celle-ci durant un vernissage, ça sera adéquat? L'art périssable et impermanent, ça existe depuis plusieurs années. Je n'ai rien inventé, là. Il a pris ses racines dans le mouvement artistique de l'arte povera dans les années 1960. Mouvement artistique italien né en réaction au développement industriel effréné. Volonté de sobriété, composante épurée, démarche à contre-courant de la débauche productiviste. Ce courant s'est aussi développé en Europe, aux États-Unis, partout. J'ai une intuition. Je sens que je suis au seuil de quelque chose. Je sens qu'il se présente une nouvelle avenue artistique pour moi. Faire plus de place pour moi, en moi. Une nouvelle avenue artistique pour moi. Le programme de l'EPA m'a donné des outils, de vraiment bons outils pour apprendre à me bousculer un peu. Moi, le petit bloc rigide des directifs que j'étais comme artiste face à moi-même, ça m'a ramolli, puis ça m'a donné des outils pour vraiment me connaître et être plus intérieure. Dématérialiser mes œuvres, une grande inspiration. Oser continuer, trouver les bons matériaux périssables. J'apprivoise doucement cette posture, comprendre, capter cette intuition vers des chemins multiples possibles plutôt qu'une trajectoire définie à la Sylvie. L'art intensifie ma présence au monde. Ma production, jusqu'à maintenant, ne visait pas une technique parfaite, loin de là.
une réalisation artistique sans faille. Non, non, je cherchais à exprimer une idée, un concept. Je pourrais assurément continuer dans cette trajectoire. Ce désir de tendre vers l'art périssable et éphémère est pour moi un tournant majeur. J'entrevois la possibilité, d'ici quelques années, de réussir à intégrer, j'espère, 70% de matériel éphémère et périssable dans mes œuvres d'expression intérieure et extérieure. Je pense que le désir de passer à l'action réelle a pris naissance pendant la pandémie, sans que je m'en rende compte. J'ai accepté en juin 2020 la proposition de notre premier ministre d'aller aider nos concitoyens et devenir préposé aux bénéficiaires. J'ai été placée à ma demande en zone chaude à l'Hôtel Le Concorde à Québec. Cette expérience de 12 mois a côtoyé la mort soir après soir, a changé ma perception de la vie. J'ai accompagné seule plus d'une vingtaine de patients qui nous quittaient en quelques jours. Ce passage en zone chaude a probablement changé plusieurs choses chez moi, comme humain. Je n'ai pas tout de suite su qu'est-ce que ça allait changer au juste. Est-ce que ça changerait quelque chose dans mon parcours artistique? Maintenant, je pense que je commence à comprendre un petit peu plus. C'est durant ces 2 années à l'EPA qui ont suivi que j'ai fait un lien entre mes productions, vous en avez vu quelques-unes, précédentes, et l'orientation qui s'annonce. Toutes mes réflexions m'ont fait réaliser que ma production artistique était en lien avec le cycle de la vie et de la mort. La vie et la mort, les cycles de la nature. Je devrais trouver une façon singulière de présenter mes œuvres, toutes les œuvres qui émergeront de cette nouvelle orientation artistique. Tout est à inventer quant à la forme que peut prendre la présentation de mon travail à venir. Il n'y a pas que certaines matières qui sont périssables. Nos émotions le sont, notre corporalité, etc. Je dois partir à la recherche de ma nouvelle famille artistique. J'assume ma posture. Je ne suis pas trop. Je suis assez. En conclusion, je dirais que cette belle aventure créative est risquée, car non traditionnelle et que les résultats attendus sont pour le moment inconnus. Je devrais être en pleine ouverture et en acceptation totale des développements à venir, et je m'y engage. Ce fut 2 formidables années à l'EPA. La qualité des contacts humains, que ce soit avec les collègues, avec les professeurs, l'accueil inconditionnel de ma petite personne, c'est pas rien. Le cheminement réalisé comme artiste, comme activiste et comme humaine engagée. Une découverte plus qu'artistique. J'ai grandi grâce à vous, gang, et avec vous tous. Et cela, je vous dis merci. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, ma chère Sylvie. Je vous invite à poser des questions, etc., entrer en conversation avec Sylvie pendant que vous vous déplacez en masse. Je vais te poser une question. Tu nous parles beaucoup de ta pratique d'art éphémère et tout le concept d'éphémérité qui est si important pour toi. Oui. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un projet qui s'appelle, que je sais que tu aimerais parler aussi, la spirale du gaspillage, qui est aussi un projet sur l'éphémérité. Est-ce que c'est un projet d'art nature aussi? Oui, c'est directement en art nature. Le projet et le gaspillage alimentaire, on sait que c'est un problème important. Ça commence au champ et ça monte jusque dans les épiceries, jusqu'à notre réfrigérateur. Ce que je veux faire, c'est... là, je n'ai pas aucune municipalité qui a répondu oui encore pour que ça puisse être possible, mais j'ai bon espoir. J'invite la population à venir sur le terrain, cibler, d'apporter un fruit ou un légume qui est en voie de perdition parce qu'ils en ont trop acheté. Et je les invite à venir poser un geste. C'est eux-mêmes qui vont faire complètement la conception, de venir poser le fruit ou le légume et on va construire une grande spirale
Alors, de voir les gens venir et voir qu'il y a beaucoup de monde qui gaspille, je pense que ça peut être intéressant au niveau de la prise de conscience, puis ça va être très beau, ça va être coloré. Puis si on a beaucoup de monde, on fera plus qu'une spirale. Donc, c'est vraiment pour faire prendre conscience aux gens qu'on achète beaucoup trop et que si on achetait moins et selon nos besoins, ben, tout ce qui se perd à partir du champ, c'est nous qui avons le pouvoir, les consommateurs. Puis ça, ben, peu de gens se rendent compte qu'on a le pouvoir. Si on achète moins, ben, on va produire moins, on va avoir moins de pertes. Alors, c'est une éducation quand même importante, mais c'est la spirale du gaspillage. Oui, c'est un des projets qui est en cours. Est-ce que tu l'as fait une fois ou c'est encore à l'étape de projet? C'est encore en termes de projet, Okay. effectivement. Comme Plasticomania aussi, qui a failli être vu par la ville de Longueuil. Ça, c'est un immense bloc de glace. L'espace d'un container de 40 pieds, des gros containers, c'est de remplir de glace, c'est de faire 400 blocs de glace dans lesquels il va y avoir des insertions de plastique que j'aurai récupéré. Et on monte, c'est un bloc complet, dans un espace public. Et tout le tour, il va y avoir des poubelles. Et l'œuvre va fondre, évidemment, parce que c'est de la glace. Puis les citoyens vont être comme incités à ramasser et à mettre dans les poubelles. Après, les poubelles sont ramassées, ça retourne au centre de tri. Alors, tout est récupéré. Comme pour la spirale du gaspillage, quand tout est terminé, on ramasse tout ça et on envoie ça au compost. Alors, il ne reste rien. Donc, ça a failli fonctionner pour Longueuil, mais mon dossier est accepté en mai, puis il voulait que ça soit fait en décembre. C'est une œuvre monumentale. S'il y a trop d'intervenants là-dedans, ce n'était pas possible. Ça me prend une bonne année. Donc, j'espère qu'une autre municipalité va faire le suivi. Donc, ce sont des projets qui attendent d'être diffusés. À venir. À venir, oui. Merci, Sylvie. Je vois que Karianne, tu as une question? Tu as parlé de la colère. Est-ce que tu peux déplier un peu plus à propos de cet état-là? Merci, très bonne question, Karianne. C'est parce que j'étais, évidemment, quand on est tout seul dans son atelier, on produit des choses qui sont reliées beaucoup à ce qui me blesse, ce qui me fait mal, ce que j'aime pas voir, donc souffrance cachée, revanche. Je me disais, donc, pourquoi je suis toujours en colère? Parce que je suis quelqu'un qui voit ce qui se passe en société. J'ai beaucoup de difficultés, à vivre en société, parce que tout ce que je vois m'irrite. Je me suis dit, si ça t'irrite, allez, produis, sors, fais des productions artistiques pour essayer de délier tout ça. Mais je pensais que j'étais vraiment très, très, très choquée. Je suis choquée, mais vous m'avez appris pendant 2 sessions à dire, oui, mais peut-être pas tant que ça. Alors, j'ai appris plus à regarder et à intérioriser cette colère-là, qui finalement n'est pas si grande que ça, effectivement, mais il faut que j'apprenne à la contrôler. Mais ça, c'est en réaction à tout. Je pense que tu sais un peu de quoi je parle, Karianne. On a une colère commune. Je te reposais la question tout à l'heure. Merci. Oui, France? On a été le trio de la colère dans l'EPA, mais j'en parlerai pas. Je voulais savoir si tu avais évalué comment justement les œuvres éphémères pourraient être payées. Est-ce qu'il y a des modalités, est-ce qu'il y a des façons que tous les artistes, tu dis ça a parti en 1960, parce qu'ils ont déjà, en tout cas, est-ce que ça se paye une œuvre éphémère? Tu as vu toutes les questions que j'ai soulevées tout au courant de ma présentation. Je ne le sais pas. Il y a des débuts de marché possibles, mais je ne suis pas allée beaucoup plus loin que ça, parce que pour l'instant, je dois être capable de trouver ma propre production, qu'est-ce que je vais faire, dans quel contexte, puis ça va me laisser du temps, parce que toute cette recherche-là va être longue. Là. Je ne pourrai pas produire dans 3 semaines quelque chose d'autre, donc j'aurai le temps de fouiller, mais oui, il existe déjà des systèmes, mais c'est tout informatisé, donc tu dois avoir des photos de qualité, des vidéos. Puis oui, il y a un marché pour ça, mais je ne l'ai pas effleuré plus que ça. J'aime mieux me concentrer sur comment je vais faire le prochain pas. Là. Mais oui, il existe des choses. Oui, Daniel. Moi, Sylvie, je trouve que tu es flyée. Non, pas dans ce sens-là, par exemple. J'ai pris plein de notes, puis j'essayais de faire une petite synthèse de mes notes pour poser une question intelligente. Puis
vraiment. C'est la façon dont tu penses. Puis là, au début, tu dis que tu étais dans le monde de la finance avant, Oui. puis on voit bien à travers toi là, que tu es comme une entrepreneur. Là, tu sais. Ça prend un entrepreneur pour dire « Mon but, c'est de faire une œuvre avec 70% de matériaux. » Je sais pourquoi tu C'est l'as le remarqué. 70%. Là, tu sais, c'est trop beau là, dans cet environnement-là. C'est presque poétique. Là, tu sais. Puis je trouve que tu poses plein de questions éthiques là, extraordinaires, en fait, des super belles questions. Mais tu trouves des solutions comme originales, tu les approches d'une façon comme inattendue. Fait que c'est vrai que je te trouve flyée, là. Merci. Pour moi, c'est un compliment. Ah, mais c'en est un certain. Puis je vais finir en reliant ce que je suis en train de dire avec la question de France, parce qu'il y en a beaucoup d'artistes qui sont dans des processus ou dans des choses périssables ou tout ça, qui font carrière là, de toutes sortes de manières, soit de façon très directe, un peu comme Andy Goldsworthy, par exemple, qui fait de land art, puis là, ben, il fait de la belle photo, fait qu'il vend ses photos. Ça, c'est une affaire. Ou bien le fait dans qu'est-ce que tu fais, tu as des histoires à raconter. Comme quand tu nous racontes ton histoire de l'arc, là, puis la promenade en forêt, cette histoire-là, là, elle s'écrit, puis elle se publie. Souvent, c'est ça qui se passe, en fait, finalement. C'est les récits qui sont partagés quand on ne peut pas partager l'œuvre elle-même. Là, puis ça crée quelque chose autour de toi. Puis là, tu es invité à parler. Puis là, tu sais, Mais faut pas penser, autrement dit, effectivement, là, moi, je ne me vois pas en train d'acheter, je ne sais pas moi, un os de poulet ou un truc en peau de poulet. Là. Mais d'en entendre parler, puis de savoir ça, puis ça m'intéresse. OK. Voilà. Commentaire intéressant. Je ne l'avais pas vu sous cet angle-là. Je trouve que tu es playée. Je suis sûre que tu vas faire quelque chose avec ça. Merci beaucoup pour la présentation. C'était super intéressant. Merci, Daniel. Il y a d'autres questions? Eh bien, ma chère Sylvie, merci infiniment et on te suit avec grand intérêt et on veut participer à tes projets parce que je pense que l'élément participatif aussi est important. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, Karianne Vaillant. Karianne Vaillant est détentrice d'un diplôme d'études collégiales et d'un baccalauréat en théâtre-cinéma de l'Université Laval. Elle a complété sa formation technique en cinéma à l'INIS, qui est basée à Montréal, en 2016. En 2017, Karianne fonde son entreprise, KV Productions, où elle réalise 4 courts-métrages. L'un d'eux, Limite floue, réalisé en 2017, se distingue dans plusieurs festivals à travers le monde et remporte un prix aux États-Unis à l'Accolade Global Film Competition. Son court-métrage Vestige de la représentation des femmes au cinéma, tourné durant le confinement de la pandémie en 2020, est diffusé lors de l'émission Les Simones. Il s'ensuit une entrevue radiophonique pour traiter des thématiques abordées dans ce projet. Alors, Karianne va nous présenter mon approche cinématographique, engagement et irrévérence. On accueille Karianne Vaillant. Je voudrais d'abord débuter en remerciant le corps professoral, en fait, qui nous a amenés jusque-là dans notre réflexion. Daniel Boutette pour les grandes réflexions, en fait. Suzanne pour ta façon de nous prendre, venir nous chercher, nous prendre, nous envelopper. Et Virginie pour vraiment ton esprit de synthèse. Je m'inspire de toi tous les jours quand j'enseigne. Je suis originaire de la Mauricie et j'ai eu la chance d'être rapidement initiée aux arts de la scène. Déjà en bas âge, j'ai pu toucher à la danse, au théâtre et à la musique. Parlant de mon enfance, ah oui, l'enfance, c'est qui remonte à loin mon caractère quand je pense.
Je vais vous raconter, lorsque j'avais 2 ans, j'avais probablement fait un mauvais coup, je ne me souviens pas, mais ma mère m'a envoyée dans ma chambre. Je sais que j'étais encore, que j'avais pas plus de 2 ans parce que j'étais encore dans la chambre du rez-de-chaussée. Et là, j'étais en train de péter ma coche solide. Elle est frustrée d'être enfermée dans ma chambre en punition. Je me souviens, je me suis couchée les fesses au sol et j'ai martelé la porte de toutes mes forces avec mes pieds. Et j'ai tellement insisté que j'ai défoncé la première couche de la porte. Dans ma vie d'adulte, j'ai eu à en défoncer des portes. Pour moi, pour d'autres, parfois sans résultat probant. Souvent, par contre, ça a donné des résultats positifs, comme mon admission au programme intensif de théâtre à 18 ans. C'est en 2011 que je réalise que, malgré plusieurs années de jeu théâtral, ma place est clairement derrière une caméra ou une scène. Je me rends compte que je ne peux plus orienter ma vie vers le jeu. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer, même si ma manière d'arriver en répétition en énergie est encore l'approche que j'ai sur un plateau. Dans ma façon de lire un scénario ou une pièce, j'ai une vision claire. Les images, les tons, les textures et les émotions se révèlent à moi dès la première lecture. En 2015, j'ai décroché mon baccalauréat en théâtre et cinéma. Ma vision d'artiste du 7e art a été fortement stimulée par mes études universitaires. C'est dans ce lieu de savoir que j'ai eu mes premières réflexions féministes. C'est là que j'ai perdu mes œillères qui me laissaient croire que le harcèlement de rue, par exemple, était un compliment. C'est là où je me suis rendu compte de l'héritage de la représentation des femmes à l'époque des films noirs. Je me suis rendu compte que c'est encore très clair dans le cinéma actuel. J'ai appris sur les méthodes de propagande du Parti communiste russe dans les années 1900, méthodes que je suis encore capable de reconnaître dans d'autres situations. Dans ces années-là, j'ai commencé l'écriture d'une télésérie historique inspirée de faits réels. Cette série allait devenir en 2021 mon long métrage « C'est juste Marie ». Forte de plusieurs expériences de plateau, j'ai opéré la 2e caméra sur le film Inquiète en ville et sur l'Ermite. Le scénario décrit l'histoire d'une fille mère des années 50-60 et des difficultés qu'elle rencontre avec sa situation, mais aussi une problématique de santé mentale à une époque où c'est encore fortement stigmatisé. Le fait d'avoir amorcé la scénarisation d'un projet à l'époque qui ne répondait pas à une commande scolaire, par exemple, ça répondait, je pense, à un besoin d'autarcie dans mes créations. Je pense aussi que les films les plus marquants, les plus valables artistiquement, selon moi, sont scénarisés par leurs réalisateurs-réalisatrices. J'ai partagé ce scénario avec une équipe de production de la région et cette équipe est très emballée par le projet. Toute pratique commande du temps de travail, labeur et élucubration, mais aussi du temps libre, du temps vide, des périodes contemplatives. L'esprit ne peut pas toujours être en train de prendre des décisions. Sans temps libre, il n'y a pas de pratique. Sans espace, il n'y en a pas non plus. La pratique est espace. Pour y arriver, il faut soit prévoir des moments à ne rien faire, ou soit écouter le besoin de contemplation lorsqu'il se pointe. Plus difficile, Sylvie Cotton. Donc, comme Sylvie Cotton l'exprime si bien, oui, c'est important d'avoir une discipline, mais il faut aussi se donner l'espace pour créer. En effet, rétrospectivement, je remarque une corrélation entre les moments de création intensive que j'ai connus et les moments où ma tête était plus libre. En 2017, je sors mon premier court-métrage de fiction Limite floue, film qui a remporté un prix à l'étranger. Après, je tourne mon 2e film de court-métrage de fiction Introspection. Et durant la pandémie, j'ai fait mon court-métrage documentaire Vestiges de la représentation des femmes au cinéma qui devient le sujet d'une émission de radio, Les Simones. Je peux m'arrêter ici sur... en fait, ça, c'est un extrait, c'est une capture d'écran du film.
c'est vraiment très axé sur les vestiges de la représentation des femmes dans les films noirs et aujourd'hui. Et j'écris ici, je prends une citation de Laura Mulvey qui dit dans leur rôle traditionnellement exhibitionniste, les femmes sont à la fois regardées et exposées, leur apparence étant construite pour provoquer un fort impact visuel et érotique qui en soi est un appel au regard, to be looked atness. On peut voir ici Marilyn Monroe dans une position subjective. Avec émotivité, j'ai réalisé lors de la dernière année mon premier film inspiré de mon histoire. Il s'intitule « Fuite ». Tourné en août 2022, j'ai fait le montage avec mon équipe ce printemps pour pouvoir vous le projeter tout à l'heure. C'est le film le plus abouti, le plus irrévérencieux que j'ai fait jusqu'à maintenant en termes de scénarisation. Le film est presque complété, il reste encore un travail de colorisation et de son à terminer. Je vous le présenterai tout à l'heure dans une version préliminaire. Quand on a fait des tests, on avait des petits problèmes techniques. J'espère qu'aujourd'hui, ça va bien aller, mais c'est possible qu'il y ait un petit décalage. Mais bon, ça va quand même vous donner un aperçu. Approche thématique et influence. La force dramatique des personnages féminins a été un élément très inspirant pour ma vision artistique générale. Je considère que les tragédies grecques, qui font partie de mon parcours depuis ma 3e secondaire, sont une inspiration. Elles promeuvent des personnages de femmes fortes, capables. N'en demeure pas moins que souvent le patriarcat trouve son chemin et écrase complètement les personnages féminins, mais jamais sans un combat sanglant ni sans perte de plume. Prenons Antigone de Sophocle, par exemple. La jeune femme Antigone qui défie les ordres de son oncle pour faire ce qui, selon elle, est juste. Elle suit ses valeurs, elle ne flanche à aucun moment, elle va au bout de son idée, peu importe les conséquences. Et la figure masculine de l'autre côté, qui se fait braver, ne laissera jamais Antigone gagner, c'est pas possible. Je constate les ressemblances entre mon caractère irrévérencieux et ce personnage. Elle va au bout de son idée, peu importe les conséquences. La lecture que je fais de cette tragédie aujourd'hui avec mon regard de féministe affirmée, c'est loin d'être celui de l'étudiante de 3e secondaire ou du collégial à qui on impose une compréhension de ce texte-là. Il y a une émancipation de ma part à ce niveau-là. Créon, c'est clairement l'incarnation du patriarcat et c'est clair dans le texte. Dans l'introspection, mon 2e film, le personnage incarnant le patriarcat va mourir d'une maladie suite à ses comportements abusifs envers, entre autres, les femmes. Par exemple, dans Fuite, mon dernier film que vous allez voir tout à l'heure, le patron perd sa vache à lait. Il perd une employée rentable pour son studio. Et c'est le premier film que j'ai réalisé qui est inspiré de mon histoire. Mais avant sa projection, laissez-moi clarifier ce que j'entends par irrévérencieux, irrévérence. Je m'inspire de Flaubert qui a écrit que l'irrévérence est parallèle à l'esprit critique. L'irrévérence est semblable à l'esprit critique. Vous pouvez voir maintenant le court-métrage Fuite dans sa version préliminaire. Je t'ai demandé de te rencontrer avec Ginny parce que tu m'as parlé de la situation avec ton client. Puis Ginny a plus d'expérience que moi dans ces situations-là. As-tu vu une nouvelle élève, le pharmacien? Oui, il vient pour sa danse d'ouverture. Il est bon, hein? Oui, il paraît bien, il parle bien, il danse bien. Il est clairement gay. Il t'en manque autour des yeux un peu. J'ai rencontré une fille à l'école, une Marocaine. Parce qu'apparemment, j'ai pas de chance avec toi.
Allô, le détournement de mineurs? Une fille, voyons, ça sent la sauce poisson. Non, 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 non. Danse latine, ça prend des talons. Ça vient vraiment du jeu de cette jeune qui nous dirige Mais c'est ton rêve. Pourquoi tu demandes pas au boss de te faire coacher par elle? Si je veux faire la formation à New York, je suis peut-être mieux de pas trop en demander. Mais oui, mais c'est ton idole, Jenny. Cours de mambo dans une minute. Moi pis Fauve, on voudrait savoir si on peut être coaché par Jenny. Ça sent une bonne affaire, vous avez les pieds assez paresseux. J'aurais dû. Je t'ai demandé de te rencontrer avec Ginny parce que tu m'as parlé de la situation avec ton client. Puis Ginny a plus d'expérience que moi dans ces situations-là. Est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est passé? Il s'est rien passé, en fait. Rien de sexuel, je veux dire. C'est-à-dire que j'étais seule dans la salle avec le client. Il sent toujours le cognac ou je sais pas quoi. Puis il continuait à me flatter durant les cours de groupe. T'as 24 ans, c'est ça? Ouais. Les femmes de 22 à 28 ans sont comme au pic de leur beauté. Les hommes agissent plus comme ça à leur égard. Puis ce monsieur-là, il est très seul, il est divorcé, il est gêné. C'est pour ça qu'il boit avant ses cours. Ah oui, c'est à toi de trouver des trucs pour plus que ça arrive. Pic de leur beauté. C'est à toi de trouver des trucs. Une fille, voyons, ça sent la sauce poisson. Pic de leur C'est à toi de trouver des T'en trucs manques autour des yeux un pour peu. plus que ça arrive. Bon, il aurait vraiment fallu que tu répondes. T'es pas venu à ton training, tu me traites vraiment comme de la merde. Donc, on n'a pas besoin de toi au studio. Présente-toi pas. Dans Fuite comme dans la vie, jamais je ne vais dire ce qu'on veut que je dise. Je vais plutôt dire ce que j'estime devoir être dit. Et d'ailleurs, cette attitude a déjà été au péril de mon intégrité physique. Ça m'a coûté mon mariage, ça m'a presque déjà coûté la vie d'être comme ça, mais ça se retrouve au centre de moi-même et de ma vision artistique. Toutes les répliques sont véridiques. Si ça vous a paru tiré par les cheveux, trop cru, trop ci ou trop ça, je vous affirme que rien n'est inventé dans la diégèse. La seule chose qui n'est pas réellement arrivée, c'est la trame onirique parallèle. Elle m'habite, cette irrévérence, elle teinte ma vision intime et personnelle que j'ai de mon travail cinématographique. Mon engagement. Mon engagement dans mes œuvres est résolument féministe. J'y fais briller cette valeur centrale en exposant des situations, parfois qu'on connaît bien, parfois qui jouent sur des limites. Par exemple, ici, dans Fuite, je n'expose pas une situation claire comme l'abus sexuel. Ça ne serait pas fidèle à la réalité et j'ai choisi d'orienter mon film sur un pan autobiographique de mon vécu. Le client, lorsque je travaillais dans une école de danse, a flatté mon dos de façon insistante et répétitive. J'ai choisi d'explorer la notion de limite. Elle est où la limite? Est-ce qu'on a le droit d'envahir l'espace de quelqu'un comme ça? Je donne souvent la vedette aux personnages et
et leur psychologie en utilisant une courte profondeur de champ. De cette manière, j'arrive à bien détacher mes personnages de leur environnement. Je dirige le regard et l'attention du spectateur de cette manière-là. J'aime occasionnellement exposer des personnages, soit incarnant le patriarcat, soit le masculinisme tels qu'ils sont, sans filtre. Mon irrévérence se retrouve dans ces expositions et ces répliques crues. Ces expositions peuvent choquer, heurter le public. C'est pas toujours facile de travailler en demeurant fidèle à mes valeurs. À l'image des grandes tragédies, je dois vous parler du sacrifice perpétuel d'être féministe. Je parle par exemple du prix professionnel à payer. Encore dernièrement, je me suis empêchée de faire des activités artistiques qui me tiennent à cœur parce que je ne désire pas fréquenter de personnes qui se retrouvent sur la liste de prédateurs présumés, dit son nom. Non seulement je ne désire pas les fréquenter, mais je ne cautionne pas évidemment leur action. Comme il n'y a pas de liste officielle faite par les autorités, la seule alternative qu'on a lorsqu'on a des valeurs féministes ou même juste lorsqu'on veut être en sécurité, c'est de suivre cette liste-là sur le web. Et lorsque j'ai reconnu des noms sur cette liste, même si je ne suis pas leur victime directement, je m'empêche de faire des activités qui ont un impact important sur mon développement professionnel. On ne peut pas être féministe à temps partiel. Une journée, je crée une œuvre féministe, oups, le lendemain, j'oublie mes valeurs. C'est un engagement total qui dépasse ma simple personne. Ça m'amène à parler de mon alignement. Celui qui travaille avec ses mains est un ouvrier. Celui qui travaille avec ses mains et sa tête est un artisan. Celui qui travaille avec ses mains et sa tête et son cœur est un artiste. C'est une citation de saint François d'Assise. Sans utiliser l'image de l'artiste obsédé par une idée, je peux dire que cet alignement est enraciné très profondément au point où c'est presque mythique. Il y a une dimension spirituelle, en fait. Je suis aussi une croyante, pratiquante depuis plusieurs années et je peux comparer mon engagement à la force de ma foi. Pour moi, les deux vont ensemble. Je pourrais aussi faire référence à l'esprit duende qui me vient du flamenco et du tango argentin. Cet esprit d'engagement complet qui s'empare de moi et qui fait que je ne peux pas tricher mes émotions et celles transmises dans mon art. Mon engagement est indéfectible envers le féminisme, mais aussi envers mes œuvres. L'œuvre à produire, lorsque mes collaborateurs, acteurs, équipes techniques, etc., s'impliquent, devient une entité à part entière et j'y suis complètement dévouée. Le produit fini est irrévérencieux, mais le travail pour s'y rendre se fait dans le respect et la collaboration entre les parties. Une collaboration que je considère réellement extraordinaire. Mon esprit critique demeure présent, mais ma confiance envers l'équipe est encore plus forte. Ici, on a un mot justement de quelqu'un qui est présent dans la salle, teneur de son sur le film Fuite. Donc, il m'avait écrit « Allô, Karianne, merci encore de m'avoir fait confiance. J'espère de ne pas te décevoir. J'ai beaucoup apprécié travailler avec toi. Comme je te disais, tu étais préparée, mais ouverte à l'inspiration du moment. Tu ne te gênais pas pour diriger tes comédiennes. Tu les dirigeais dans l'émotion, les intentions et non dans les gestes. Ce sont toutes des qualités d'artiste que j'apprécie énormément. J'ai tendance à englober et soutenir mes acteurs en prenant le temps d'exprimer ma pensée et préciser la psychologie des personnages. Je réexplique les répliques, leur sens, l'intention dramatique. D'ailleurs, je dois absolument vous parler d'un artiste local de qui je m'inspire dans mon approche. Mon respect et ma confiance absolue envers mes équipes est fortement influencée par la manière de travailler de Faber Coyote. Bien qu'on soit différents dans notre direction d'acteur et notre vision artistique, il y a une grande ressemblance au niveau de notre ouverture envers les professionnels qui nous entourent. Aussi, Faber a une tendance à prendre les choses sur ses épaules. Oui, parfois faute de budget, mais c'est le genre de réalisateur qui, si la neige sur le plateau n'est pas placée de la manière dont il voudrait, il va prendre la pelle puis il va la placer de sa façon, tout simplement.
Je crée d'abord et avant tout par besoin personnel d'expression, mais aussi il y a un public à prendre en compte. Mon point de vue a beaucoup changé dans les 2 dernières années et ça a amené une différence notoire dans ma pratique. Avant, je créais dans l'idée d'un public intelligent, un public capable de réflexion. Depuis 1 an, j'enseigne dans une école secondaire et j'ai un accès privilégié aux réflexions et aux pensées de mes groupes. Bon, on s'entend qu'il s'agit d'adolescents et que mon travail n'est vraiment pas destiné à cette clientèle-là, mais je me suis rendu compte que pour beaucoup de personnes, réfléchir est optionnel. Donc, depuis 2 ans, mon approche est plus directe, plus irrévérencieuse. J'explore plus le côté émotif maintenant qu'avant. En conclusion, mon approche cinématographique est clairement féministe engagée, autant dans le propos que dans la méthode de travail, et l'irrévérence prend de plus en plus de place dans mes œuvres. Parlant d'irrévérence, je me permets cette dimension parce que je fais des courts-métrages, mais est-ce que cette irrévérence sera aussi présente lorsque j'obtiendrai un financement pour mon long-métrage « C'est juste Marie » ? Merci beaucoup, Karianne. Alors, once again, encore une fois, gênez-vous pas pour poser des questions à Karianne, venir au micro. D'ici à ce que vous vous déplaciez, moi j'en aurai. J'ai entendu ce doux mot de duende. Duende du tango, tu peux peut-être nous expliquer un petit peu? Puis aussi, by the way, du même souffle, peut-être, moi ça m'a toujours intrigué chez toi, parce que tu es une danseuse professionnelle aussi. Donc, comment ce feu du duende, comment ça, il y a un aller-retour finalement? C'est quoi le rapport à la danse et le rapport maintenant comme auteure et créatrice au cinéma, par exemple? Bien, en fait, là, on parle de danseuse professionnelle en flamenco. Je ne suis vraiment pas professionnelle, mais en fait, c'est qu'il y a un esprit qui est comme un esprit qui nous enflamme complètement, qui doit être présent dans un engagement complet, en fait, qui doit être présent quand on danse le flamenco, mais aussi quand on danse le tango argentin. Et oui, c'est quelque chose qui revient quand j'écris ou quand je réalise une mise en scène, par exemple. OK. Je ne savais pas où m'en aller avec ça. Mais je sais pas, mettons, dans le rap, tu te fais un point d'honneur d'être très présente dans ta direction d'acteur, d'actrice, par exemple. Donc, il faut être vraiment dans son corps pour ça. Donc, peut-être... Oui, bien, quand je mentionne que j'arrive en énergie sur un plateau, j'utilise bien en énergie et non avec énergie. C'est qu'il y a vraiment il y a quelque chose qui se passe dans le corps qui doit être là pour pouvoir bien diriger, pour pouvoir être présent. Donc oui, j'utilise cet esprit-là, je dirais, quand je jouais, à l'époque où que je jouais au cégep, c'est la même chose. Quand j'entrais sur scène ou quand j'entrais dans une répétition, ben, j'étais en énergie en tout temps et c'est super important là, pour avoir une belle attitude de plateau, pour avoir une belle attitude aussi de travail en général. Karianne, j'ai une question, moi, derrière, Virginie. J'aimerais savoir, c'est quoi la suite pour l'extrait qu'on a vu, le film? Quelles sont les étapes qui sont à venir? Puis, qu'est-ce que tu envisages là avec ce court-métrage Fuite? Donc, j'aimerais aller à Postmoderne à Montréal pour faire des petits ajustements de colo. Je voulais vraiment quelque chose de très précis pour ce court-métrage-là. Entre autres, beaucoup retravailler la couleur du sang. Là. J'ai un petit caprice d'artiste. Je veux aller vers quelque chose de plus Bourgogne, de plus travaillé. Donc, oui, la prochaine étape, c'est de me rendre à Montréal, faire un travail de colorisation par une équipe vraiment professionnelle et de retravailler un petit peu le son, mais par la suite, participer à des festivals partout parce que pour avoir mon financement pour C'est juste Marie, pour être éligible, ça me prend un 3e court-métrage de fiction qui remporte des prix à l'étranger ou au Québec. Donc, c'est ça la suite pour ce film-là.
Il y a Lila qui se lève. Oui. J'aime beaucoup ton travail, ça me rejoint beaucoup, et ça me touche beaucoup. Je me demandais, moi quand j'étais petite, je saignais tout le temps du nez. Est-ce que ça m'a beaucoup, ce nez qui saigne, puis cet espace de non-dit, cette limite qu'on n'est pas sûr qui n'est pas claire, tu sais, puis ce corps après à terre, que c'est tout cet espace finalement qui est comme un monde parallèle qui existe, mais qu'on ne voit pas vraiment, mais que tu nous montres quand même avec ce nez qui saigne aussi. Je ne sais pas, est-ce que il y a ce nez qui saigne, il y a une symbolique pour toi, ou tout cet univers-là qui est comme montré, mais sans être montré. Je ne sais pas si c'est clair, c'est pas très clair mon affaire, mais... Je pense que je comprends. Ouais. L'idée de base de ce scénario-là, en fait, c'était que la trame parallèle soit du flamenco. Et là, je voulais exprimer quelque chose par le flamenco. Mais c'est difficile à trouver une bonne actrice qui danse le flamenco de manière professionnelle au Québec. Donc, j'ai changé ma trame pour faire une trame qui est onirique. Mais oui, effectivement, le sang, il y a comme une connexion entre ce qu'elle vit dans son rêve et la réalité. Le taux de stress, en fait, est très relié. Puis oui, elle saigne du nez, mais on le voit aussi dans la scène où le jeune garçon vient mettre sa main sur son épaule, le sang se met à couler aussi. Donc oui, il y a un petit rappel là, juste pour qu'on comprenne bien que ce qui est vécu dans le rêve, c'est des émotions, mais c'est interconnecté avec ce qu'elle vit dans la réalité. C'est ça, parce que tu parlais de trame onirique parallèle, c'est ça. Oui. C'est ça. OK. Merci. Merci, Lila. Je crois que Daniel... Karianne, merci beaucoup. Je suis très touchée par ta présentation. Il y a comme quelque chose qui apparaît, qui était de la cohérence de ton travail, qui me touche beaucoup. Premièrement, tu sais, dans le film Avatar, ils disent « je te vois ». J'ai envie de te dire ça. J'ai envie de dire « je te vois » à travers ce que tu as présenté. Je suis touchée de ça. C'est pas un chemin facile, ton chemin. Cette colère-là, comment trouver la meilleure manière de l'exprimer, comment trouver, tu sais, puis la porter, puis porter le féminisme, puis c'est dur, tu sais, c'est pas une petite mission que tu te donnes, puis moi, je t'admire beaucoup là-dedans. Puis s'il y a quelque chose qui peut être fait dans l'invisible, juste comme de te soutenir là, dans l'esprit, je le ferais vraiment. Tu nous donnes-tu quelques petits mots sur c'est quoi, c'est juste Marie? Ou bien il y a juste moi qui ne le sais pas? Ah, j'en ai parlé, il y a une petite affaire, mais je ne suis pas allée très loin là-dedans. C'est vraiment, c'est un film que j'ai commencé, au départ, c'était un projet de série que j'ai commencé à écrire entre le cégep et l'université. Tu sais, quand on parle de se laisser l'espace de créer, c'est vraiment ça, parce qu'à ce moment-là, on est comme on tombe dans un no man's land, là, où là, on a comme la tête complètement vide. Donc, j'ai pu commencer à écrire cette série-là. J'ai écrit 2 épisodes à ce moment-là, d'à peu près une demi-heure chaque. Et dans la pandémie, encore un moment où là, la tête était vide, j'ai pu terminer ça et en faire un film. J'ai décidé d'aller plus vers le film que la série. La série, c'est le fun parce qu'on peut développer plein de personnages, puis aller plus loin au niveau scénaristique, mais là, j'avais envie vraiment de faire plus un film. Ce film-là, c'est vraiment l'histoire d'une femme qui, dans les années 50-60, qui devient fille-mère. Puis à l'époque, c'est très, très mal vu. Et ça se passe à Shawinigan parce qu'à l'époque, c'était vraiment une ville qui devait devenir le nouveau New York. Hein? C'était vraiment cool, Shawinigan. Donc, ça se passe à cet endroit-là. Et il y a quelque chose qui se passait à cette époque-là au niveau de la modernité. C'était pas comme Trois-Rivières où c'était très religieux encore. Il y avait une certaine modernité qui était amenée par les Anglais, les anglophones.
Et donc, j'explore ce monde-là avec, mes personnages féminins, mais je les mets en relation aussi avec le monde anglophone. Excusez. Et il ne faut pas bouger ici. Mais oui, c'est ça. Et ce personnage-là, en fait, va vivre la déchéance de la ville et est vraiment associé à sa propre déchéance. Donc, c'est ce genre de film-là que je fais. OK, ben merci. Puis encore une fois, j'ai l'impression que je te vois dans ton chemin, puis j'y crois. Bien, merci à toi, Daniel. Merci, Daniel. On va terminer avec Madame et ensuite, on prendra une pause de 15 minutes. Quel est le plus grand changement qui est survenu suite au programme chez toi? Si tu veux répondre. Il faut que je réfléchisse. Je ne sais pas si c'est vraiment en lien avec le programme, mais je dirais qu'on a vécu une pandémie, hein? Puis j'ai vu des choses, des comportements de société qui m'ont très fortement agressée. Oui, on arrivait dans un espace sécuritaire les fins de semaine, tout le monde ensemble, mais ça restait quelque chose qui m'habitait beaucoup. Et ça, je dois dire que ça a été un changement définitif parce qu'en plus, après ça, ça a été confirmé par mon enseignement au secondaire où là, j'ai vu des choses, j'ai pu rentrer dans la tête des jeunes vraiment, là, très profondément. J'ai pu voir des choses assez incroyables. Donc, je dirais que c'est ça qui a changé. C'est un peu mon rapport avec le public. Qui était très différent avant. J'allais plus dans quelque chose de... Par exemple, Les Mythes flous, mon premier film, parle des théories de Judith Butler à propos des théories de genre. Donc, j'allais dans quelque chose qui était un petit peu plus intellectuel, un petit peu plus... je jouais encore avec la notion de limite, mais au niveau de l'identité. Donc, je jouais avec ça, mais ce n'était pas dans l'émotion, ce n'était pas quelque chose qui allait susciter l'émotion chez les gens. Donc, je dirais que maintenant, je vais un petit peu plus vers l'émotion suite au programme et tout ce qui s'est passé autour de ça. Un grand merci, Karianne, d'être là. Merci beaucoup. Alors, 15 minutes, je pense qu'il reste du café, puis on a des plateaux de fruits, fromage, non? Ça va vous retrouver là-bas. Merci à vous.